Salut, c'est Thomas de Poly Workshop. Aujourd'hui, on va parler d'impression grand format en impression 3D résine. Alors, vous connaissez déjà ces modèles, il n'y a rien de nouveau. Mais en fait, je fais cette vidéo suite à un commentaire posté sur la chaîne que je vais vous lire, donc The MX2 Stroke, qui dit, voilà, bonjour, j'aimerais bien me lancer dans la 3D pour des figurines. Je cherche une imprimante à résine où je peux imprimer jusqu'à 40-60 cm. Quelle imprimante je pourrais prendre? J'aimerais bien me faire un Gizmo. Alors, je ne sais pas si c'est le Gizmo des Gremlins ou la tête de Michael Myers en taille réelle, à peu de choses près. Merci. Donc, voilà, la question est vraiment intéressante. Alors, je vous le dis dès maintenant, si vous n'imprimez pas en très grand, mais vous voulez juste imprimer en un peu grand, vraiment en petit, je vais donner énormément d'informations dans cette vidéo qui vont peut-être aussi vous servir. Je précise aussi, je vais parler vraiment que la partie impression 3D, là, quand je lis le message, même me lancer dans la 3D pour des figurines, je n'ai aucune idée si effectivement The MX2 Stroke est quelqu'un qui s'est modélisé ou sculpté ou pas, je n'en sais rien. Mais bref, je fais abstraction de ça, mais j'ai aussi parlé des modèles 3D. Gardez aussi en tête que cette vidéo-là, je vais avoir plein de points finalement contraignants. Le but n'est pas de vous empêcher de vous lancer dedans. Si cette personne-là veut se lancer, mais franchement, c'est génial parce que c'est vraiment cool d'imprimer en grand. C'est pas de vous dégoûter, c'est pas voilà, mais c'est vraiment, je vous le dis, ouvrez les yeux, gardez ça en tête et ça va prendre du temps, et pas que du temps d'impression, mais du temps de préparation. Et aussi un petit point quand même que je vois de temps en temps, un peu trop souvent à mon goût, je vois des gens qui ont déjà une expérience dans l'impression 3D filament, qui font des gros objets. Je prends l'exemple, voilà, typiquement ici, et se dire bah ouais, moi j'ai passé en résine, la résine c'est mieux, c'est plus fin, c'est plus précis, ça se ponce mieux par exemple, c'est mieux pour le post-process. Voilà, donc je vais me lancer en résine, ça va être génial. Nanana. Une petite impression filament, je fais la même en grand, il n'y a quasiment aucune différence. Résine, c'est radical le changement entre du tout petit et du plus grand. Donc vraiment attention à ça, gardez vraiment en tête. Pareil, dans la vidéo, je vais aussi donc faire le cheminement complet, c'est-à-dire du choix de la machine jusqu'à finalement le post-process. Alors en quelques mots, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais justement en passant sur les contraintes au niveau du modèle 3D, la préparation dans le slicer, le nettoyage, etc. Donc vraiment, je vais tout couvrir. Donc tout d'abord, on va attaquer forcément sur la machine, l'imprimante 3D. Alors, mon premier conseil, surtout si vous commencez l'impression 3D résine, ne prenez pas une imprimante de très grande taille. Prenez une imprimante de taille moyenne, par exemple les Elego génération Saturn, ce tourne-4 Ultra par exemple, Uniformation GK3 Pro, TB, etc. Les Anycubic M7, enfin voilà, donc ces machines de taille moyenne. Parce que ça paraît pas, ça fait quand même déjà du 20 cm de haut, 20, 22, 24, 25, ça dépend en fait des machines. Vous avez quand même une hauteur assez importante. Très souvent, on fait de l'assemblage pour les modèles 3D. Donc, on peut déjà faire du grand avec. Donc, c'est pour ça. Commencez là-dessus et surtout, ça coûte moins cher. Il y aura potentiellement des galères un peu plus faibles. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec une machine comme ça, vous avez souvent des impressions qui vont rater. Plus ça va être grand et pire ça va être. Donc, voilà. Faites-vous vraiment la main sur une machine moyenne, vous allez voir, vous allez me remercier. Et pour revenir donc justement à ces modèles d'imprimantes, il faut savoir que pour les grandes imprimantes, il n'y a pas un choix extraordinaire. Il y a une époque où des marques se sont lancées, certaines ont un petit peu disparu, ce qui fait que là j'ai mentionné des machines en taille moyenne. Dans ces marques-là, il y a des machines de taille, on va dire, un peu plus grande. Vous avez chez Lego la série Jupiter, la première génération, imprimante pas chère, je crois 800 € à peu près la machine. Là, ils ont annoncé la Jupiter 2 il y a déjà 6 mois, il n'y a pas de nouvelles. Je ne vous cache pas que je dois l'avoir en test cet été. On est déjà mi-octobre, je ne sais pas où est la machine. Vous avez sinon chez donc Uniformation, j'ai déjà fait le test, n'hésitez pas à le voir, la GK3 Ultra, machine vraiment que j'adore en ce qui me concerne, donc qui est un plus grand format. Chez Anycubic, vous avez la série, enfin la M7 Max, qui est pareil, taille, on va dire, un peu moyenne. Vous avez chez Frozen la Mega 8K, maintenant en version 2, qui est une machine aussi que j'ai testée en version 1 sur ma chaîne. Donc vraiment, toutes ces machines-là, j'ai fait, on va dire, les tests, sauf la Jupiter. Et il y avait avant d'autres marques, par exemple Apex Maker, où j'ai fait une review vraiment que j'ai trouvé extraordinaire sur la machine. Mais alors, entre la machine de pré-production et la machine finale, il n'y a eu que des catastrophes. Donc, je ne vous conseille pas du tout la machine, même si moi, je l'adore. Voilà, donc pour dire que voilà, ce marché est assez limité.
et surtout, ce sont des machines, mis à part la GK3 Ultra, d'ancienne génération. C'est-à-dire que l'écran est de type plutôt 8K. On a des pixels en général de 43 à 46 microns, alors que la GK3 Ultra, elle, a des pixels beaucoup plus petits de 24 microns. On est sur un écran 16K comparé à des écrans 7 ou 8K. Donc vous voyez quand même une différence non négligeable. Accessoirement, ces deux grandes impressions que vous avez ici ont été faites entre la Mega 8K et aussi la PO Polyforge qui n'existe plus au catalogue, qui est aussi une machine excellente. Donc voilà, donc c'est vraiment des machines que j'ai utilisées pour faire des grandes impressions. Donc pour vous dire que voilà, il y a un choix qui est assez restreint. Ma préférence va sur la GK3 Ultra et maintenant effectivement j'attends aussi chez Elego la Jupiter 2 qui est finalement une concurrente, c'est le même écran en fait, donc c'est la même résolution à voir au niveau de l'usage. En complément des imprimantes 3D, disons que vous avez fait votre choix pour une de ces machines, vous avez aussi le choix de la résine. Et oui, la résine, il y a de tout et de n'importe quoi. Il y a des types de résines différents, des classiques, des types ABS, des résistantes à la mécanique, aux frictions, ce genre de choses. Et surtout, il y a tous les prix. Vous voulez faire du grand, à moins de faire du prototypage rapide pour valider les choses, mais vous voulez faire quelque chose d'assez costaud qui tienne dans le temps et qui résiste. Vous allez voir, je vais parler beaucoup de déformation. N'achetez pas des résines low cost, les moins chères possibles. Prenez des marques, des Sirayatec, la Frozen, j'aime beaucoup la résine Frozen. Voilà, il y a vraiment, mettez un peu plus cher, renseignez-vous bien avant. Parce qu'une résine de mauvaise qualité, quand vous allez avoir autant des problèmes d'impression que surtout des problèmes dans le temps de déformation, votre résine qui plie ou quoi que ce soit, avec tout le temps que vous aurez passé à préparer votre impression 3D, vous n'allez pas être forcément très content. Au passage, bien évidemment, j'ai mis en description de la vidéo pas mal de liens entre les machines, les résines, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Bien sûr, ils sont affiliés en grande partie, donc si vous cliquez sur un des liens, vous achetez quelque chose, ça va aider la chaîne. C'est votre moyen en fait de limite dire merci pour cette vidéo, en plus des commentaires, des likes et tout ce que vous voulez à côté. Maintenant qu'on a la machine et la résine, il faut attaquer le modèle 3D. Alors soit vous le faites vous-même, soit vous achetez un modèle auprès d'un créateur, des modèles gratuits, etc. Sauf que certains modèles sont faits pour être imprimés en grand et d'autres pas du tout. Vous prenez par exemple une mini, vraiment que vous trouvez super géniale et moi je la veux en gigantesque. Il va se passer un problème assez classique, c'est que les modèles en petit manquent énormément de micro-détails. Et plus vous allez agrandir votre modèle, vous n'allez pas rajouter des polygones et de la résolution. C'est comme si vous prenez une image en JPEG classique, une photo et que vous l'étirez en grand, ça devient hyper flou. Ça fait exactement pareil pour les impressions 3D. Vous ne le voyez pas, vous, au niveau de la caméra, mais par exemple, ce modèle ici de Atsu de Nier Automata, à certains endroits, je vois les pixels en fait du remaillage des polygones. On voit comme si en fait on avait un JPEG, on voyait les pixels du JPEG. Voilà, vraiment, je le vois sur le modèle ici. Donc pour vous dire que voilà, c'est quand même une problématique non négligeable. Un modèle qui est déjà très grand et on voit dans votre slicer, vous regardez de près, c'est bien détaillé et tout, vous l'agrandissez un peu, c'est pas un problème. Mais si déjà vous vous rendez compte que les détails sont assez grossiers, quand vous allez agrandir ça, surtout si vous faites vraiment un agrandissement très grand, ça va être franchement, je vais pas dire dégueulasse, mais pas agréable et ça va être aussi frustrant. Donc vraiment attention à ces détails. L'autre problème que vous allez avoir, c'est la découpe des modèles. Et oui, un modèle qui est très petit, souvent ils sont pas découpés ou peu découpés. Plus vous allez être grand et plus il va falloir découper le modèle. Juste parce que vous voyez ce modèle qui fait 1 mètre de hauteur, il faut que ça rentre dans l'imprimante, même si l'imprimante est grande, ça rentrera jamais d'un seul bloc. La robe en elle-même, qui donc est un seul morceau qui va d'ici, qui fait tout le tour, qui arrive jusqu'en bas, il y a au total 1, 2, 3, 7 éléments au total sur le modèle. Donc pour vous dire que il va falloir découper. Donc si vous ne savez pas le faire, c'est une compétence à apprendre. Parce qu'on parle de découpage, il y a aussi les problèmes de clés d'assemblage pour la suite. Donc attention, tous les modèles ne sont pas faits pour être en grand. Et par exemple, je reviens donc sur ces clés d'assemblage. Quand le modèle est fait en petit, vous doublez, triplez la taille. Les clés d'assemblage qui avaient une petite tolérance ou certaines pièces d'assemblage, plus vous agrandissez, plus vous augmentez la tolérance. Alors les clés seront toujours là, mais peut-être qu'il y aura beaucoup de jeux et ça peut poser quand même des problèmes dans les assemblages. Et aussi, vous aurez la peut-être bonne surprise d'avoir un modèle qui ne s'assemble pas ou très mal une fois le modèle imprimé et toutes vos pièces bichonnées avec amour. Je vous ai mis ce modèle à côté qui est extrêmement bien sculpté, qui est plein de micro-détails, qui s'est bien imprimé. Et je crois que j'ai testé dans la même vidéo, je crois que la Mega 8K, je commence à perdre un petit peu la ciboule là-dessus.
Le modèle a été fait par quelqu'un qui est un très bon sculpteur, mais qui n'a jamais imprimé le modèle. La moitié des pièces ne s'assemblent pas ou s'assemblent mal. Si vous regardez ma vidéo, il y a des endroits notamment, ça rentre pas. C'est juste mécaniquement, le pagne par exemple qui est ici, on peut pas rentrer les jambes à l'intérieur. J'ai dû couper, etc., bidouiller, réimprimer la pièce, c'est galère. Donc attention à ces mauvaises surprises, car plus vous allez imprimer grand, plus les problèmes vont être problématiques. Et là, quand vous commencez à faire des grandes impressions, ça a pris du temps. Vous avez consommé de la résine, voire beaucoup de résine, perdu forcément la résine par rapport au support. Donc si ça semble mal, ça marche mal. D'où l'intérêt aussi, des fois, avant de vous lancer dans un très grand projet, imprimer en petit, voir si au moins tout a l'air d'être à peu près correct. Il y a un point que j'allais oublier sur la préparation du modèle, surtout quand on l'agrandit, c'est les fragilités mécaniques. Et oui, Atsu, vous voyez ici, elle a pu son épée qui est censée être comme ça ici. Pourquoi? Parce que le modèle, je l'ai sacrément agrandi. Et la résine a cassé ici, ça a cassé naturellement, c'est tombé, ça a cassé, une fragilité, parce que la zone de contact est toute petite. Ce qui veut dire que quand vous avez des modèles très très grands, le poids forcément de certaines parties va faire chuter. Et c'est là la différence avec justement, notamment des grandes figurines résine professionnelles que vous achetez dans le commerce. Très souvent, il y a des renforts métalliques à l'intérieur. Là, je ne l'ai toujours pas fait, il faut absolument que je le fasse. Il faut que je m'achète une tige métal assez importante, voire un petit pas de vis, pour que je puisse la rentrer ici, la rentrer de l'autre côté, recoller pour fixer cette fragilité. Donc vraiment attention à ce petit point, c'est vraiment important en fonction de la gravité des éléments. Vous voyez même l'arrière, je tourne ici au niveau de ses cheveux, les cheveux qui flottent, ça pourrait être éventuellement des cheveux beaucoup plus grands avec, je sais pas, un pompon ou n'importe quoi à l'arrière ou je sais pas moi, des trucs de décoration qui partent. Et là, si vous avez des grands éléments qui partent dans le vide, plus c'est grand, plus ça va être lourd. S'il n'y a pas de renfort, ça va peut-être poser aussi problème. Et maintenant que vous avez votre modèle, vous avez choisi tout ça, on va passer dans le slicer. Et c'est là où les choses vont un petit peu se corser. Je vous le dis dès maintenant, vous voulez imprimer en grand des modèles comme ça, limitez l'usage des supports automatiques. Et oui, parce que plus vous allez être grand, j'insiste depuis tout à l'heure, plus les contraintes mécaniques, physiques, la gravité, par exemple, vont rentrer en jeu. Ce qui veut dire que votre impression, quand vous faites de l'impression 3D résine, vous devez décoller chaque couche. À chaque couche que vous allez décoller, il y a des forces verticales qui sont prises en jeu. La force de décollement, et plus la pièce est grande, plus ça va être important. Je vais revenir sur les effets ventouses. Vous entendez forcément du bruit. Vous allez manipuler de la résine qui va circuler avec de l'air. Donc le poids, quand vous commencez à avoir des grosses pièces, là par exemple il y a une tête qui est mentionnée. Moi j'ai fait quand même des grosses pièces assez massives sur certaines imprimantes où le poids à la fin, vous avez 2-3 kg de résine avec les supports et tout ce qui va dedans. Et en plus, si votre modèle est mal préparé, vous trouvez que de la résine qui est bloquée à l'intérieur, le poids de la résine. Donc il faut que votre plateau, l'accroche soit bonne, et surtout c'est que vraiment, en fait, ça résiste à toutes ces forces. Donc vraiment, ne négligez pas ces forces principalement verticales en impression 3D résine. Elles sont beaucoup plus importantes que vous l'imaginez. Donc ça va commencer par l'orientation de vos pièces. N'hésitez pas à aller voir, justement, Nier Automata, j'ai fait un tuto, enfin plutôt une formation assez complète sur les supports. N'hésitez pas vraiment à voir la vidéo parce que je parle énormément de l'orientation, ces effets ventouses, l'importance des supports, les types de supports que vous allez devoir utiliser, et ça prend encore plus d'importance sur des grandes impressions. Et l'orientation, vous allez voir dans la vidéo, je passe un temps gigantesque sur l'orientation, parce que ça va définir bien sûr la position des trous pour éviter vos modèles et faire l'évacuation de la résine, le passage du flot de la résine. Donc je parle de tout ça, c'est vraiment en détail, donc vraiment creuser le sujet sous cette vidéo-là. Voilà, donc l'orientation va être importante, mais aussi éventuellement des grandes surfaces à décoller. Plus c'est grand à décoller, plus il faudra des supports pour stabiliser tout ça. Donc c'est vrai que l'orientation, souvent, elle est négligée, alors que c'est un des éléments presque les plus importants de votre préparation au niveau des modèles. Dans la lignée, bien sûr, de l'orientation, vous avez l'évidage pour la suite. Et oui, ces modèles-là, il va falloir potentiellement les évider pour deux raisons. La première raison, bien sûr, c'est la consommation de résine. Des petits modèles, souvent je dis, franchement, pour gagner 1 millilitre, ça vaut pas le coup. Là, sur des gros modèles, vous allez obligatoirement économiser de la résine. Par contre, il y a aussi un autre critère qui va rentrer en compte,
ça va être aussi de réduire ce qu'on appelle la cross-section, on va dire les tranches, la quantité de pixels, finalement, pas qu'à imprimer, mais plutôt à décoller. Quand vous avez juste des contours d'une jambe, par exemple, voilà, qui va se trouver ici, j'en ai une d'ailleurs, on voit même les trous au niveau de l'évidage, quand vous avez une jambe comme ça ici à décoller, quand vous n'avez que l'épaisseur de contour, ça fait moins de pixels que si elle est pleine, avec beaucoup plus de surface à décoller. Moi, je prends toujours l'exemple, hein, vous prenez deux miroirs, vous mettez une goutte d'eau sur un miroir, vous mettez les deux miroirs l'un en face de l'autre, et essayez de les décoller, vous allez voir que c'est quand même relativement difficile. Il faut essayer de bouger, tirer, etc. pour arriver à décoller. C'est la même chose avec vos impressions résine, votre impression au fond du bac. Donc plus la surface va être grande et plus le décollement va être compliqué. Donc la vraie raison, c'est pas forcément d'économiser de la résine, c'est de réduire certains types de forces, notamment la force de décollement. Mais va en même temps, ce que je mentionne déjà depuis quelques fois depuis tout à l'heure, l'effet ventouse. Prenez n'importe quelle ventouse au fond voilà, d'une baignoire avec de l'eau, pour la décoller, c'est très compliqué. C'est exactement pareil. D'où l'importance, ce que je montrais donc il y a quelques instants, les trous au niveau de vos modèles. Il faut vraiment avoir des trous, il y en a, vous voyez, en bas, ici, là et là. Les trous, c'est pas juste pour vider la résine par la suite, c'est vraiment pour permettre à la résine de circuler pendant l'impression, quand ça va donc coller et décoller au niveau du film au fond du bac, monter et descendre. Des fois, vos impressions vont sortir de la résine, vont rentrer dedans. Il y a un grand flot finalement de résine qui va circuler et d'air. Et ça paraît pas, mais quand vous avez des trous trop petits, ça c'est une erreur que je vois très souvent des débutants. Ah, je vais mettre un trou, ça va être dégueulasse, je fais un petit trou d'1 millimètre. La résine est relativement visqueuse. Il ne faut pas se leurrer, un trou de 1-2 mm, la résine passe pas. Ça va éventuellement baisser un petit peu la pression sur des petits modèles, mais plus c'est grand et plus les flots, les quantités de résine à circuler sont gigantesques. J'insiste sur le mot gigantesque. Donc ne négligez pas au niveau des trous, faites des trous un peu trop gros que trop petit. Donc vous voyez au niveau de cette jambe, ça a été imprimé en gros à peu près, je pense, comme ça sur le côté pour avoir de l'angle et limiter les cross-sections avec vraiment des trous. Vous voyez même au niveau du talon, j'avais un effet ventouse ici, j'ai fait un trou, mais là des trous assez grands. Et ça va aussi faciliter, j'en parlerai par la suite, le nettoyage. Et maintenant, on va parler de support. Et ouais, la partie encore plus fun. Voilà, je parlais donc il y a quelques instants, il faut faire des supports plutôt manuels, etc. et tout. Mais quelques remarques. Quand vous avez des modèles qui sont très très hauts, vos supports peuvent monter très très haut. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vos supports eux-mêmes soient très stables. Et oui, si vous mettez juste un support qui monte très très haut et que lui n'a pas de renfort pour le stabiliser, il va se balader pendant l'impression. Je reviens sur l'épée ici de Atou. Je l'avais montré dans la vidéo de la Mega 8K. Mes supports, j'avais pas mis des supports assez larges sur le côté pour avoir une base donc assez importante. Et ben pendant l'impression, on voit quand ça monte et ça descend avec la résine, les mouvements et tout, et ben que mes supports ils vont en avant et en arrière. Ce qui veut dire qu'ils servent pas forcément à grand chose pour la stabilisation du modèle. Donc vraiment pensez à ça. Et là en fait, plus le modèle est grand et plus il ne faut pas lésiner sur la densité et la quantité des supports. Ce qui veut dire aussi que les pointes des supports que vous allez avoir vont potentiellement être plus importantes. Sur des figurines, des modèles de petite, moyenne taille, je suis entre allez, 0,3, 0,4, 0,5 mm au niveau de la pointe des tailles de support. Sur des modèles grands comme ça, quand c'est vraiment des supports de maintien, de stabilisation, voire de surplomb et tout, je suis plutôt entre 0,5 et 0,6 mm, même si mon film est de type, on va dire, ACF, HDF, donc à une faible accroche. Vraiment, c'est important. Je vous dis, à cause notamment du poids. Donc on augmente la taille de ces pointes, on augmente la densité à cause de la hauteur et on augmente aussi donc les traverses, le bracing, pour être sûr que vraiment tout se stabilise. Donc vraiment, soyez pas radin sur la quantité de support et pas radin sur les pointes. Attention toutefois, n'allez pas mettre des pointes de support qui ne servent à rien. Maintenant, c'est l'expérience qui va quand même jouer par rapport à ces densités de support. Il y a des fois où voilà, je vais avoir des bonnes surprises pour me dire j'en ai mis trop, bon, c'est pas grave, ça se ponce facilement. Ou des fois, j'en ai pas mis assez. Pourquoi je dis pas mis assez? Car, pareil, dans la vidéo assez longue sur cette formation sur les supports, je parle donc beaucoup des déformations, donc des supports de stabilisation et de surplomb. Là, je vous montre l'exemple de cette Demon Queen. Au niveau de la robe, il y a une partie donc des 4 de la base que j'ai mal préparée, je me suis un peu vautré. Et quand je me suis dit un peu vautré, l'assemblage des pièces au niveau de la base de l'extrémité, il y a un bon centimètre de déformation. Et oui, les deux pièces arrivent comme ça au lieu d'arriver comme ça. Ceux qui ont déjà fait l'impression résine un petit peu grande ont déjà eu sûrement des problèmes d'assemblage. C'est pas un problème de modèle qui est bien préparé. Le modèle, je l'ai préparé et je sais que les pièces s'assemblent parfaitement. C'est juste que eh ben, j'ai mal mis mes supports, j'ai pas mis la bonne quantité au bon endroit, j'ai peut-être été radin sur le moment. Et donc, à chaque couche, eh ben, si mon modèle se déforme de 2 microns,
Vous allez dire, ah, 2 microns, Thomas, qu'est-ce que tu m'embêtes avec ça? C'est que dalle. Bah ouais, mais quand j'ai 5000 couches, faites 2 microns par 5000 couches, ça commence à faire 10 000 microns. Donc on est à 10 millimètres. Attention à ça. Donc ces déformations, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut accompagner le modèle, pas qu'au point de départ, mais vraiment sur toute la durée. Comme je vous le disais, et j'expliquais sur l'épée, ça se bouge et tout. Et ben, même si ça bouge un tout petit peu, ça va générer des fortes déformations sur votre modèle. Et c'est là que vous allez voir si votre préparation, elle est plutôt bonne ou plutôt moyenne. D'ailleurs, justement, au niveau des préparations, si votre modèle a été préparé par quelqu'un d'autre, en grande taille, passez un petit peu de temps quand même pour voir à quel point vous pensez que la densité de support, les placements des points, etc. sont plutôt bien faits. Donc vraiment, ne négligez pas tout ça. Et pour finir, au niveau des supports, le problème de décalage de couches. Et oui, quand vous allez imprimer, s'il y a des moments, des effets très très forts sur votre modèle, au niveau par exemple du décollement, effet ventouse par exemple, ou des trop grandes surfaces à décoller, ou vos supports sont mal préparés, vous pouvez avoir donc des décalages de couches. C'est-à-dire qu'entre le moment où ça a imprimé la couche et ça redescend, le modèle s'est déplacé légèrement. Ou ça va arriver si par exemple vous avez 2 jambes qui poussent et qui à un moment vont se rejoindre au niveau de la taille, et ben, les jambes se baladent un petit peu et quand ça va se connecter, ben, c'est un peu décalé et vous aurez un beau décalage de couches. Quand c'est une miniature, un petit truc qui fait 28, 30, 40 mm, ça va se voir mais c'est pas très grave. Mais quand vous avez un décalage de couches sur un modèle qui est grand comme ça ici, ça se voit vraiment. Et là, pour récupérer, c'est masticage, ponçage, etc. Et c'est vraiment galère. Donc c'est pour ça, vraiment, j'insiste, je le répète énormément, passez du temps sur vos supports. Comprenez pourquoi il y a des supports, car sinon vous allez au-devant de catastrophes et franchement ce serait dommage. Une fois que votre modèle est donc bien préparé, avec amour, vos supports, vous avez tout vérifié, tout ça, il est temps de passer à la phase impression 3D. Mais là c'est pareil, il y a des petites subtilités. La toute première, elle est très bête, mais c'est la gestion de votre résine. Hormis la marque, la quantité de résine. Et oui, votre modèle, vous avez intérêt à regarder l'estimation dans votre slicer de consommation. Mais attention à l'estimation. Moi, je l'ai vu quand je travaillais chez Litchi Slicer, beaucoup de gens qui disaient « Ouais, l'estimation, elle est pourrie, machin, j'avais pas assez de résine et tout. » Alors, d'un point de vue purement technique, algorithmique, il n'y a pas plus précis que le résultat que vous avez à la fin de votre slicing. Et en général, quel que soit le slicer. Surtout dans le cas, en fait, c'est très simple à calculer. Vous savez quelle est la taille, vous savez le nombre de pixels qu'il y a blanc sur votre par-couche. Un pixel, il y a telle hauteur, on calcule le volume. Enfin voilà, c'est vraiment très classique. Sauf que souvent, les volumes, par exemple, sont en millilitres, par exemple. Sauf que maintenant, on est en poids au niveau des bouteilles de résine. Cette petite arnaque, là, cette shrinkflation qui est arrivée il y a à peu près 3 ans. Bah ouais, mais la résine, souvent, la densité, c'est de 1,2. Donc en gros, vous avez 0,8 litres, à peu de choses près dans une bouteille, et pas 1 litre. Donc déjà, vous perdez la résine sur ce point-là. Et ensuite, sur les modèles, plus ils sont grands, sous des gros morceaux avec plein de supports, il y a énormément, beaucoup plus que vous le pensez, de résine résiduelle. Des fois, sur les supports, surtout si votre résine est un peu trop visqueuse, ben des fois, vous avez autant de résine autour de vos supports que vos supports en eux-mêmes. Donc rien que la consommation de support, des fois, vous pouvez quasiment la doubler. Vous achetez toute la résine qui est directement sur le modèle et en plus souvent évidée à l'intérieur, pour un peu qu'il y ait quelques petites poches ici. La résine sur le plateau, bah oui, vos imprimantes sont beaucoup plus grandes, donc il y a beaucoup de résine sur le plateau. Donc cette consommation de résine résiduelle, vous pouvez avoir 20-30% de votre consommation qui est en résine résiduelle. Donc attention à ça, parce que quand vous lancez votre impression, je sais pas moi, fait 800 millilitres, voilà, au doigt mouillé, vous rajoutez facilement 160, 200 millilitres de résine, vous êtes déjà à donc 1 litre. Si vous mettez qu'une seule bouteille, déjà vous n'avez pas 1 litre. Et en plus, vous devez toujours laisser un minimum de résine, parce que quand vous êtes sur la fin, vous voulez vraiment gratter au maximum sur la résine, ouais, mais votre résine ne va pas vraiment être fluide, et vous retrouvez, ça m'est déjà arrivé, des cas où vous pensez que vous étiez bon, et non, il n'y a pas assez de résine, et donc votre modèle sur les 3 derniers pourcents, il n'y a plus de résine localement, et vous ratez votre impression 3D. Donc vraiment, attention à cette estimation de résine, soyez beaucoup plus généreux, et donc regardez comment ça marche. Et là, tant que j'y suis, je suis le premier à pester contre les systèmes de remplissage automatique de résine. Pour les très grandes imprimantes, là, ça a vraiment du sens. Et prenez des systèmes les plus simples possibles. Moi, ce que fait Uniformation avec la GK3 Ultra, j'aime bien. C'est un système vraiment basique. La résine fait que couler, il n'y a pas de remplissage de machin, c'est simple et ça marche. Toutefois, vous pouvez me dire, Thomas, c'est bien gentil ton truc de remplissage de résine, machin automatique, mais moi, j'ouvre le capot, bloup, 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 je mets de la résine au fur et à mesure. Pourquoi pas ? Mais c'est une très grosse erreur. C'est quelque chose où j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre le problème, je vous le cache pas. N'ouvrez jamais le capot de votre imprimante pendant que vous imprimez.
évitez au maximum possible de mettre en pause votre imprimante. En gros, n'y touchez pas du tout pendant l'impression. Pourquoi je vous parle de ça? Déjà, la mise en pause, très souvent, ça monte beaucoup plus haut que juste le changement de couche. Plus vous montez haut, plus, mécaniquement parlant, il y a un risque de petites variations au niveau de la hauteur, quand votre impression va retourner à sa position au moment de la mise en pause, enfin au début de la mise en pause. Eh bien, ça peut faire un décalage de couche. Ça, c'est la première raison. Mais l'autre vraie raison, surtout si vous avez une variation de température assez importante entre votre machine et donc en dehors de votre machine, la résine, lorsqu'elle est imprimée dans votre impression 3D, elle est ultra sensible au changement de température. Elle va vite se contracter. Et se contracter pas de 50 mm, mais éventuellement d'un demi-millimètre. Ce qui fait que quand vous ouvrez, il fait chaud dans votre machine. Ne négligez pas ça. L'opération de solidifier votre résine, en général, votre résine monte à 100 degrés au moment du flashage avec les UV. Ce qui veut dire que la résine, au fur et à mesure, va facilement atteindre 20-30 degrés. Vous avez la chaleur à l'intérieur de votre machine. Voilà, ça peut tourner dans les 30-35 degrés. Mais si dans votre pièce il fait 18 degrés, 20 degrés, vous avez 15 degrés de différence. On va dire, ah, Thomas, 15 degrés. Eh bien si, il y a pas mal d'exemples. Et mon ancien collègue Derek, J3D Tech, donc on a pas mal discuté. Il a fait une vidéo notamment sur le système de chauffage à l'intérieur qui soufflait sur l'impression 3D et qui pulsait. Et bien en fait, on voit vraiment des variations. Le changement de température est vraiment brutal. Donc la résine se contracte. Et quand elle va recommencer à imprimer, eh ben, il y aura une différence de température par rapport entre la couche prévue et la couche réelle. Et vous avez un beau décalage de couche dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, eh ben, vous avez carrément une impression qui est ratée, ça a mal recollé par la suite. Je l'ai vécu plein de fois dans différents tests d'impression. Donc c'est pour ça, ne négligez pas la quantité de résine à mettre avant, aussi pour cette raison-là. Et pour finir, pour l'impression 3D, c'est un mélange, on va dire, du slicer et de la partie impression 3D. Je vous conseille qu'on faites vraiment des grandes impressions, faites une pièce à la fois. Alors, sauf si vraiment c'est plein de petites pièces, des petits accessoires, mais comme je vous le disais, le risque d'impression ratée est quand même plus grand avec des grandes impressions. Et il n'y a rien de pire que d'avoir un plateau que vous avez rempli au maximum et vous vous retrouvez avec une impression qui est ratée au milieu. Et c'est peut-être la plus grosse pièce, vous allez dire, ouais, mais si je continue, ça va flinguer le reste de mes impressions, ce genre de choses, et arrêtez. Tout ce qui était bien va être aussi foutu. Et donc la perte de résine est gigantesque dans ces cas-là. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. L'impression ratée pour les grandes tailles coûte vraiment très cher. Pourquoi? Parce que vous mettez en l'air la résine que vous avez donc déjà utilisée, les supports qui vont avec, la résine résiduelle. Il faut faire un nettoyage du bac, et donc vous avez un clean tank, donc cette fonction-là, pour nettoyer le fond. Vous avez déjà une bonne couche qui est plus grande qu'une impression normale. Et surtout, si l'impression est vraiment ratée, vous devez faire une filtration de votre résine, tout le bordel qui va avec. Enfin voilà, ça va très très vite et ça prend beaucoup plus de temps. C'est pareil, vous niquez un FEP en dessous au niveau de votre bac ou un SF, quoi que ce soit, ça coûte cher aussi. Donc c'est pour ça, moi je préfère faire moins d'impression, quitte à ce que mon temps d'impression soit plus long, mais éviter les galères, croyez-moi vraiment par expérience. Enfin, on arrive à l'étape de nettoyage, parce qu'on peut considérer que votre impression 3D a réussi, vos différentes pièces, etc. Au niveau du nettoyage, il y a aussi des petites difficultés. La première étape, déjà, dans le cas d'une grande impression, c'est d'avoir une machine de wash and cure, donc en gros de nettoyage et de photopolymérisation pour ces étapes finales, assez grande pour récupérer vos modèles. Et croyez-moi, je vous parle vraiment d'expérience. Vous allez vite voir qu'en général, il va vous manquer 5 cm, 10 cm, ou que ça ne rentre pas en profondeur. Donc on doit vraiment bidouiller. Il y a très peu de machines de nettoyage en particulier, parce que le curing, on peut se débrouiller avec le soleil ou ce genre de choses. Mais le nettoyage, il y a très peu de machines vraiment disponibles de grande taille. La seule vraiment qui me vient en tête, c'est celle de Frozen, qui coûte cher et qui honnêtement, elle n'est pas super top du tout. Donc voilà, c'est vraiment une vraie problématique. Alors que le nettoyage est vraiment important. J'y reviens. Mais avant de nettoyer, lorsqu'on fait des petites impressions, souvent on prend les supports, on fait crac, on arrache tout. Vous allez dire c'est rigolo, machin, il y a un côté satisfaisant. Mais pas quand on imprime en grand. Déjà, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit on fait des pointes de support un peu plus grandes. Donc arracher vos impressions risque de faire des cratères au niveau de votre modèle, à l'endroit où vous allez arracher directement vos supports. Donc vraiment attention à ça, de ne pas arracher directement vos impressions 3D. Il va falloir couper vos supports. Et vous allez faire ça avant le nettoyage. Parce que, et il y a différentes raisons. Déjà, la première, c'est que avec tous vos supports, d'ailleurs, des fois, ça prend vraiment beaucoup de place, ça risque pas de rentrer du tout dans notre machine de nettoyage. Je parlais de résine résiduelle, il y en a énormément dessus. Donc, si vous voulez nettoyer avec vos supports, vous allez vous taper une
perte, enfin plutôt on va dire, vous allez salir votre alcool IPA à une vitesse astronomique. Et là on parle de volume, la machine de nettoyage de Frozen, c'est 30 litres d'alcool IPA que vous mettez dedans. C'est pas rien. Donc vraiment attention à ça, ça peut aller vraiment très vite. Donc on enlève les supports avant. Alors pas besoin de les couper au plus court, mais les couper assez près pour justement les enlever et pour vous laisser après la souplesse de faire votre post-process. Bref, une fois que vous avez coupé tous vos supports, bien évidemment, on s'en met partout parce que vous avez la résine résiduelle. Donc n'oubliez pas la protection des gants nitrile. Attention, en enlevant des supports, souvent on arrache les gants, donc pensez à enlever vos gants et à les remplacer. Donc on fait une consommation de gants plus importante. Prenez des gants quand même épais. Prenez pas les gants de chez Action en nitrile premier prix, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, investissez aussi dans des gants. Donc vous allez couper vos supports, vous allez souvent dans ces cas-là mettre plus de la résine partout, donc ayez des manches longues, ayez un tablier, ayez des lunettes de protection et dans ces cas-là, je vous conseille aussi le masque à cartouche parce qu'on reste vraiment au-dessus de la résine pendant une longue durée. Et vous allez voir pour le nettoyage IPA, c'est encore plus important. Donc voilà, c'est déjà, il y a toute une étape là-dessus qui n'est pas très fun et en plus, il faut être dans une pièce où il n'y a quasiment pas de lumière. Alors, je ne parle pas de la lumière ou une ampoule classique ou à LED, mais la lumière extérieure pour limiter les UV. Et oui, du fait que vous avez enlevé tous vos supports de votre résine liquide en extérieur, eh ben, le risque, c'est de vous retrouver avec effectivement des UV qui vont solidifier même que partiellement votre résine. Donc, restez loin des fenêtres. Là, je suis dans un cas, j'ai des lumières LED, je le fais, j'ai pas trop de soucis, je suis assez rapide. Mais n'oubliez pas ce petit détail vraiment d'enlever les supports. Maintenant que vos supports ont été enlevés, passage dans l'alcool IPA. Vous nettoyez. Alors moi, ce que je fais pour économiser un petit peu de l'alcool IPA, une fois que je suis à cette étape-là, je prends un spray, les sprays à eau, on va dire, sauf que je mets de l'alcool IPA, je spray dessus pour déjà enlever une bonne partie de la résine résiduelle et après, je vais directement dans donc mon bac, on va dire, d'alcool IPA, je fais le nettoyage. Attention, très souvent, les machines de nettoyage d'alcool IPA nettoient bien à l'extérieur parce que le liquide circule, mais beaucoup moins à l'intérieur. Donc, une fois que votre nettoyage est fini, n'hésitez pas à plonger, que ça se remplisse, à vider, plonger différentes fois, quitte à éventuellement secouer un peu l'intérieur. Attention aux projections d'alcool IPA. Ne négligez pas ce nettoyage à l'intérieur, car si vous allez retrouver avec de la résine qui va couler à des moments donnés, et surtout, au niveau de la solidification UV par la suite, ça peut aussi poser des problèmes. Donc voilà, attention au nettoyage, c'est une étape vraiment très importante. Puis vient l'étape de cette photopolymérisation. La partie extérieure, il n'y a pas trop de difficultés, il y a des cures qui sont assez grandes. Moi j'aime bien celle d'Uniformation, justement, elle est quand même assez grande, elle est plutôt bien faite. Et en plus, elle chauffe. Et oui, n'oubliez pas ça, vos impressions sont grandes. Le curing, certaines résines notamment en particulier, ont besoin d'être solidifiées à cœur et la chauffe est importante. Donc moi en général, je mets en chauffe un bon quart d'heure quand même mes impressions, surtout quand elles sont grandes, avant de passer au passage des UV. Mais voilà, les UV, c'est pareil, ça passe à l'extérieur. Là, vous avez donc des grandes impressions. Vous avez intérêt à curer aussi à l'intérieur, au moins au minimum. Donc déjà, la chauffe va aider. Et donc, ça se trouve sur Amazon, AliExpress. Vous avez des petites LED assez longues UV, donc en 405 nanomètres. Souvent, c'est du 12 volts. Vous branchez avec un petit connecteur 12 volts et vous les mettez à l'intérieur. Attention, ces LED ne sont pas très puissantes, donc il faut souvent mettre plusieurs et laisser très longtemps pour que ça polymérise à l'intérieur. Attention à ce point vraiment de solidification au niveau de vos impressions parce que c'est ce qui va donner de la fragilité au niveau de vos impressions qui peuvent éclater dans le temps. Je vous parle même pas des résines lavables à l'eau, vous m'enlevez ça carrément de l'équation, ça foutra à la poubelle, surtout dans ces cas-là, c'est des résines qui vont vite éclater dans le temps. Donc vraiment, pensez bien à votre curing. Et normalement, vous êtes à l'étape finale. Votre impression est terminée, elle est nettoyée. Normalement, vous devez être très fier voilà ce niveau. Mais comme j'ai tout à l'heure, des fois, il y a des mauvaises surprises de ça semble pas faire éventuellement du ponçage. Ou comme je disais sur la Demon Queen, vous allez rendre compte qu'il y a des grandes déformations. Donc, c'est là que vous allez apprendre. Maintenant, je vous le cache pas, j'ai récupéré en grande partie l'erreur. L'avantage de la résine, ça se travaille bien. Ça va pouvoir directement être, travailler avec du mastic. Choisissez bien vos mastiques quand même, donc sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est vraiment le truc cool. Mais vous avez vu, la vidéo est longue, je vous ai donné beaucoup d'informations et je suis loin de vous donner tous les trucs et astuces parce que j'ai pas forcément tout qui me vient en tête. On n'a pas passé de temps sur le slicer, j'ai fait beaucoup de blabla, très peu d'inserts vidéo pour des raisons de temps de montage, je vous le cache pas. Mais voilà, vous voyez, c'est quand même long avec beaucoup de mise en garde. Et je vous dis, il y a peut-être des petits points peut-être évidents à laquelle je ne pense pas, mais ça nécessite de l'expérience, ça nécessite de la pratique, ça nécessite du matériel et il y a un coût non négligeable.
et ça c'est un point, il ne faut pas non plus l'oublier, l'achat de la machine, bien sûr, mais vous avez la cure à côté. Alors même si le soleil, on peut négocier, d'avoir une vraie cure, c'est mieux. Le nettoyage, c'est pareil, mieux vaut une vraie machine de nettoyage, c'est quand même plus efficace que de secouer dans un seau avec de l'alcool IPA. Vous avez bien sûr la consommation de résine qui est phénoménale. Vous allez voir que les litres de résine, ça va vitesse grand V, donc des résines plus chères. Donc là, par exemple, ça, celle-là, c'est en grande partie, non, c'est celle-là, pardon, de l'Aquagré 8K, ça c'est la 4K, de chez Frozen. À l'époque, c'était 60 balles le litre. Donc quand vous mettez 6-7 litres au niveau de votre impression avec les supports, les machins, ça commence à faire un budget non négligeable. Vous rajoutez l'IPA, la quantité d'essuie-tout, les trucs à droite, à gauche, c'est quand même un budget. Maintenant, voilà, moi cette pièce, je l'ai sculptée, c'est mon impression, j'en suis ultra fier. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Mais il faut s'accrocher, il faut de l'expérience, et j'ai de l'expérience. Et de longue date, autant de la préparation 3D, de la sculpture, la découpe et ce genre de choses, jusqu'à l'impression finale et le post-process. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, comme je le disais au début, je veux pas vous arrêter de vous lancer, juste vraiment garder en tête tout ça. Et tous ces points-là, n'hésitez pas à aller creuser, n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus. Je vais faire une petite fiche sur mon site internet, sur Polyworkshop, j'ai mis le lien en description aussi, avec juste les notes en fait de vidéos que j'utilise, avec un petit peu plus de commentaires. Ça vous fait un peu une checklist finalement, des petits points comme ça à retenir, car c'est pas évident de tout retenir, de tout ce que je vous ai donné, on va dire, à l'heure actuelle. Mais voilà, lancez-vous, c'est pas un problème, visez plutôt petit et au fur et à mesure vous agrandissez, parce que même si vous prenez une grande imprimante, faites du petit pour commencer, rien que le nettoyage de votre machine en cas de fail, etc., c'est quand même du boulot et c'est pas toujours évident pour commencer. Donc voilà, et puis si vraiment vous avez des questions, vous avez les commentaires en dessous, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez plus de vidéos comme ça, alors c'est beaucoup de blabla, je le sais bien, mais pour vous guider, vous donner vraiment de l'information, donc voilà, profitez-en au niveau des commentaires. Tant que vous y êtes, vous faites un petit like sur la vidéo pour aider l'algorithme de YouTube, vous vous abonnez, c'est le bouton juste à côté, ça me fera très plaisir pour me motiver à faire d'autres vidéos comme ça sur la chaîne. Je vous rappelle, les liens sont en description, c'est très bête, mais si vous cliquez dessus, ça ne change rien pour vous, mais ça va aider la chaîne financièrement parlant. J'ai une petite commission quand vous achetez quelque chose via ces liens, ça me sert à faire ces vidéos, faire vivre, on va dire, la chaîne. Bien sûr, vous avez les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Thread, Facebook, le groupe Facebook, le Discord de Polyworkshop, bref, n'hésitez pas à échanger, participer dans ces communautés, poster vos créations, c'est quand même franchement cool. Et puis moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif et des bisous. Bye bye.